Très bien. Donc, je vais vous parler, oui, microbiote et cerveau. Voilà mon cerveau avec le microbiote. Non, c'est pas mon cerveau. Et donc, je vais vous parler de ce que c'est et puis un peu de ce qu'on fait. Et vraiment, ce qu'on fait à l'Institut Pasteur, c'est vraiment une recherche entre plusieurs champs de recherche. Alors, en haut à gauche, vous avez mon unité qui s'appelle Micro-environnement immunité. Et moi, je suis l'immunologiste. J'essaie depuis 15 ans de comprendre comment nos microbes que l'immunologiste essaie de combattre depuis l'aube des temps, en fait, est utile pour éduquer notre système immunitaire, à le réguler. On travaille beaucoup avec les neuroscientifiques dirigés par Pierre Maillet-Do, qui lui s'occupe de la perception et de la mémoire. Et puis le microbiologiste pastorien qui nous aide à comprendre ce que c'est qu'un microbe, en tout cas une bactérie, c'est mon collègue Ivo Gomberts-Bonecca. C'est vraiment pour vous dire que c'est une recherche qui me passionne parce qu'elle est transversale. Et pendant très longtemps, la recherche a été, si vous voulez, en immunologie, par exemple, les immunologistes s'occupaient de l'immunologie, ce qui est évident, mais que de l'immunologie. On arrivait à une époque où les différents spécialistes en immuno, en neuro, en bactériaux sont assez matures dans leurs connaissances pour pouvoir travailler ensemble, échanger et se comprendre. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment une révolution de la recherche qui est à la frontière entre ces convergences. Alors, je n'ai pas besoin de vous convaincre du fait ou de la question du pourquoi est-ce que le microbiote et le cerveau, c'est des choses qui sont ensemble, dites comme ça, intéressantes. Alors, quelque part, c'est évident parce qu'on on le vit tous. Hein. Quand on est stressé, quand on a peur, quand on est anxieux, il y a le ventre qui se noue. Et le ventre qui se noue, et si le ventre se noue, le microbiote, la plupart des microbiotes que l'on a sur nous sont dans l'intestin, il y aura des problèmes avec eux. Donc, quelque part, le lien entre le cerveau et l'intestin est évident parce qu'on le vit tous les jours. Puis après, il y a le stress chronique. Alors, le stress chronique, on le vit tous, hein, des examens, peut-être plus à notre âge, mais je ne sais pas moi, des deadlines, des articles à rendre, que sais-je, qui sont des stress qui sont chroniques ou des choses qui surviennent dans la vie qui font que on doit réagir. Et ce stress chronique chez certains induit le syndrome du côlon irritable, qui est une autre manifestation et quelque part évidente entre le lien entre le cerveau et le ventre et donc le microbiote. Et puis ensuite, cliniquement, on voit vraiment une association très forte entre les maladies mentales ou les maladies neurodégénératives, et puis les changements de le microbiote ou des comorbidités pathologiques de l'intestin. Là, je mentionne les maladies neurodégénératives. Une conséquence aussi, l'obésité. Beaucoup de ces maladies mentales ou des troubles de l'humeur sont associés avec une obésité qui, quand on mange trop, eh bien, le microbiote aussi va être altéré. Alors l'obésité n'est pas que manger trop, mais c'est un des cas, bien sûr. Alors les chiffres, vous ne les voyez pas. Regardez juste les couleurs. Juste les couleurs. Vous ne voyez pas non plus ce qui est écrit, certainement dessous. Mais tout en haut, les deux premières lignes, c'est les maladies inflammatoires de l'intestin, telles que la maladie de Crohn et la colite ulcérative. Et tout en bas, vous avez les différents types de troubles mentaux, l'anxiété, la dépression clinique grave, la schizophrénie. Et on voit le carré rouge tout en haut corrèle la maladie de Crohn et la colite ulcérative avec la schizophrénie, par exemple, et puis la dépression clinique qui peut mener au suicide. Donc il y a une comorbidité, une association très forte entre ces deux groupes de pathologies qu'on comprend très mal. Mais c'est vraiment ce qu'on observe en clinique, et je pense que dans la salle, il y a des cliniciens qui le voient, des patients qui ont des problèmes, des troubles mentaux, que ce soit de l'ordre de troubles de l'humeur ou des maladies neurodégénératives, voient une association entre ces deux groupes de maladies. Ce qui est très troublant. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques pistes, mais certainement pas la solution. C'est vraiment une piste de réflexion qui est moderne, qui est nouvelle, qui ouvre des champs, qui ouvre peut-être des portes et de nouvelles questions, qui, j'espère, à terme, amènera des réponses pour le clinicien. Alors surtout, interrompez-moi s'il y a des questions, si ce n'est pas clair. Je préfère que ce soit une discussion,
c'est vraiment pas un cours de fac de médecine, hein. C'est une question, si c'est pas clair, interrompez-moi, et puis comme ça, je serai ravi de vous répondre, si je peux. Donc, qu'il y ait un lien entre l'intestin et le cerveau aussi, c'est évident, parce que ce qu'on mange va forcément les influencer. Lorsqu'on mange beaucoup, lorsqu'on mange gras, eh bien, on se sent un peu dans les choux, on est fatigué. C'est pas que la fatigue parce qu'il y a de l'énergie qui est mise à disposition de la digestion, c'est aussi parce que le cerveau se met en veille et puis on se repose. Donc le lien entre ce qu'on mange et puis la réaction du cerveau est évidente. Les médicaments qu'on prend, l'environnement, l'exercice, on digère mieux, on mange mieux quand on a fait du sport, et puis on se sent mieux dans la tête. Évidemment, notre état mental aussi va déterminer ce qu'on mange, et donc finalement va déterminer la composition même du microbiote dans l'intestin. C'est vraiment des choses évidentes, hein, qu'on vit tous les jours, donc c'est pas du rocket science comme on dit. Une chose que l'on entend souvent, c'est que l'intestin, c'est l'autre cerveau. Alors, je montre cette dia à nos étudiants, et je leur demande qui est l'intestin, qui est le cerveau. Là, je vous ai mis je vous ai donné la solution dessous. À gauche, vous avez l'intestin. Alors, on dit l'autre cerveau, alors c'est abusé, hein, parce qu'il y a 100 millions de neurones. Alors, 100 millions, c'est beaucoup, hein, ça fait beaucoup de zéros, mais ça fait l'organe, à part le cerveau qui a le plus de neurones, mais ça reste finalement très peu de neurones par rapport au cerveau, qu'il y en a 100 000 millions, 100 milliards. Mais lorsqu'on voit ces photos, c'est quand même assez troublant. À droite, vous avez le cortex du cerveau. En rouge, vous avez les fibres neuronales. Et en vert, vous avez des cellules du système immunitaire dans le cerveau qu'on appelle microglies. Et dans l'intestin, vous avez quasiment la même chose. Vous avez quasiment la même chose. Vous avez ces fibres qui font des très jolis carrés. Et c'est pas la microglie, mais c'est les petites sœurs, les macrophages. Et dans l'intestin, ce qui est de très différent du cerveau, c'est que ça fait des couches. Il y a 2 couches qui sont pleines de neurones. Et la plupart de ces neurones règlent le mouvement péristaltique de l'intestin pour s'assurer que la nourriture va du haut au bas. Ça paraît très simple, mais c'est pas si simple parce que quand même c'est 10 mètres du tube qu'il faut coordonner pour que ça aille vraiment dans la direction. Et des fois ça va dans l'autre sens quand on vomit. Il faut que ça se coordonne dans l'autre sens. Mais il faut que ça se coordonne. Vomir, c'est quand même, enfin c'est pas très noble comme action, mais c'est quelque chose qui est extrêmement bien régulé du point de vue neuronal pour que les choses se passent bien. C'est ce qu'on peut dire. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'entre ces 2 systèmes neuronaux, il y a des gros câbles qui véhiculent l'information d'un endroit à l'autre, qu'on appelle le nerf vague. Alors en bas, vous avez le cerveau à droite et le nerf vague qui irrigue l'intestin. Et donc c'est un nerf qui véhicule l'information dans les 2 sens. Il y a l'information qui va du cerveau à l'intestin pour lui dire des trucs. Vous verrez certains de ces trucs plus tard. Et puis il y a l'information qui va dans l'autre sens, c'est-à-dire l'intestin, je ne sais pas. Et ça, c'est des choses, je dis je ne sais pas parce que c'est des choses qu'on découvre maintenant. Quelle est l'information que le nerf vague véhicule de l'intestin au cerveau? Et c'est pour ça que, on trouve des choses, et ça ouvre des portes sur, mais si le langage, si les messages ne sont pas les bons, ou si ces messages sont violents ou inadaptés, est-ce qu'on va engendrer des maladies mentales? Alors l'intestin, siège majeur du microbiote. Alors le microbiote, on en a partout sur les surfaces, hein, sur la peau, dans la bouche, partout, sur toutes les parties exposées. Mais c'est quand même l'intestin qui en a la très grande majorité. En pourcentage, je ne sais pas, mais on parle ici de... Alors, il y a 3 zéros de plus qu'avant, 100 000 milliards. Vous vous rappelez, 100 milliards de neurones dans le cerveau, là on a 100 000 milliards de bactéries dans l'intestin. Et j'aimerais corriger celui qui m'a introduit. Ce n'est pas des squatteurs à mon avis. On peut les voir comme squatteurs, on les voit volontiers comme tels parce que c'est quand même des bactéries, hein. Mais je préfère les voir comme des cellules comme les nôtres. Elles sont un peu différentes, elles ont un génome différent, elles ont des gènes différents, mais qui nous complémentent. Alors, des fois, elles peuvent être dangereuses, des fois, elles peuvent nous infecter, mais on a des cellules qui sont dangereuses aussi, hein. Le cancer, on est la preuve. Alors j'aime bien cette photo, c'est une photo que j'ai prise à l'époque quand je travaillais encore de mes mains dans le laboratoire. C'est des photos d'intestin de souris
Et en rouge, vous avez, on voit les bactéries. Et puis en bleu, le tissu du côlon de la souris. Et ce qui est frappant dans la ligne Nova, c'est la biomasse. La biomasse en rouge qui est équivalente à la biomasse en bleu. On a autant de biomasse de bactéries d'intestin qu'on a d'intestin. Et quand on voit ça, c'est un... Waouh, je trouve ça cool. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai vu ça, c'était impressionnant. Et on ne parle que de bactéries. On ne parle que de bactéries parce que c'est ce qu'on voit le mieux, c'est ce qui est plus facile à voir, c'est ce qui se cultive parfois. On a beaucoup plus de virus. On a beaucoup plus de virus qui s'attaquent aux bactéries, qui sont les bactériophages. On a aussi des protistes, on a des amibes, des candidats. On a des... Pardon, je reviens en arrière. On a des protistes comme les amibes. On a aussi des champignons, des fungi comme les candidats. Et puis on a d'autres types de bactéries qui s'appellent les archées. Donc c'est vraiment un zoo immense. Et on ne voit que dans la photo d'avant, on ne voit que, je dirais, le type de l'iceberg. Et si on voyait tout ce qu'il y a là-dedans, il y aurait beaucoup, beaucoup plus. Si on pouvait colorer tous les virus et les autres membres, il y aurait encore beaucoup plus de rouge et d'autres couleurs. Alors les bactéries, on les connaît le mieux parce qu'on peut les cultiver, on peut les faire pousser, on peut les étudier. Les virus, c'est un peu plus compliqué. On peut aussi les cultiver, mais c'est un peu plus compliqué. Et puis, il y a pas mal de gens qui travaillent sur les protistes et les champignons, qui sont beaucoup moins nombreux, mais ils sont plus gros et ont des activités qui sont assez importantes. Les gens qui ont des candidoses intestinales, eh bien, souvent souffrent, en tout cas les gens que j'ai croisés, souffrent de fatigue chronique. Alors, le lien n'est pas vraiment établi, mais c'est des choses qu'on observe en clinique. Alors, vous savez que moi, depuis une dizaine d'années, qu'il y a cette mode, cette déflagration microbiotique qui est assez récente. Le terme de microbiote existe depuis bien longtemps, je dirais peut-être un siècle, mais c'est vraiment que depuis une dizaine d'années qu'on est capable de voir, d'étudier le microbiote grâce à une avancée technologique, comme bien souvent, qui est le séquençage au débit. Alors avant, on ne pouvait que cultiver les bactéries, qui est un problème parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas pousser, parce qu'elles poussent dans l'intestin, parce qu'elles ont besoin de ci, elles ont besoin de ça. Quand on les fait pousser dans une boîte, on ne donne pas ci et pas ça. Donc ça ne va pas. Et maintenant, on peut prendre tous les gènes, enfin tout l'ADN, tout l'ARN de l'intestin, et tout séquencer en 1 heure et voir tout ce qu'il y a. Donc ces projets ont commencé il y a une dizaine d'années. Ça a vraiment été la révolution pour faire le catalogue de ce qui se trouve dans l'intestin. Et puis après, il y a des tas de livres qui ont été écrits, ici quelques-uns. Oui, alors le super-organisme humain, ça vient du super-organisme des fourmis, les fourmis qui font des colonies gigantesques et chaque groupe de fourmis a son rôle. C'est le super-organisme, c'est-à-dire l'organisme, la structure sociale qui est composée d'individus, mais le tout fait un espèce d'individu aussi. Et on peut considérer que ces cellules, ces bactéries de l'intestin font partie de nous parce qu'elles ont des nouvelles fonctions. Elles nous apportent de nouvelles fonctions, comme les fonctions digestives, plein de choses qu'on ne pourrait pas digérer sur les bactéries. 10% humains, parce que lorsqu'on regarde le tout en termes de gènes, il n'y a que 10% des gènes qui sont humains, le reste est bactérien et viral. Understanding the Gut Microbiota, je contiens une multitude. Ce livre, en bas à gauche, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est une étudiante allemande, enfin à l'époque c'était une teenager allemande qui avait des gros problèmes de peau qu'on n'arrivait pas à résoudre. Et puis elle s'est intéressée à la diète, au microbiote, et puis elle a fait attention à sa diète, elle a fait attention à son microbiote comme elle pouvait. Elle a réglé son problème. Je ne sais pas si elle a compris son problème, en tout cas elle l'a réglé en faisant attention à ce qu'elle mange. Et puis elle écrit ce livre qui est vraiment très, très sympa, parce qu'il y a ce côté enthousiaste et naïf de l'adolescent. Et les données sont très justes. Et c'est vraiment très rafraîchissant de lire ce livre. Et, enfin, je vous encourage de le lire. Missing Microbe, l'idée étant que c'est l'hypothèse de l'hygiène, c'est-à-dire que si on n'a pas assez de contact avec le microbiote, si on vit une hygiène excessive, je dis bien excessive parce qu'il faut de l'hygiène, parce que sinon, voilà, c'est évident, excessive peut mener à un déséquilibre de notre organisme, un manque de fonction, et puis on a des maladies inflammatoires comme les allergies. Et puis après, des livres sur le gut-mind connection, cette connexion quelque part mystérieuse, magique entre l'intestin et le cerveau. J'espère que vous connaissez ces deux bonhommes. Vous connaissez volontiers le sud-gauche, le sud-droite aussi.
Oui, hein. Donc, eux n'ont pas inventé les microbes, eux n'ont pas découvert les microbes, mais ont démontré quelque chose qui est quand même assez incroyable, c'est que dans the thin air, dans l'air, il y a les agents qui causent des maladies. Alors pour nous, maintenant, c'est évident, mais ça reste quand même très abstrait. On l'a vu pendant la pandémie. La notion qu'il y a des virus qui causent des maladies reste quelque chose qui est très abstrait pour beaucoup de gens et qui, je pense, est à l'origine de beaucoup de résistance pour les préventions. Mais dire que dans l'air, sur les surfaces, il y a des choses qu'on ne voit pas, qui créent des maladies, qui créent ça, c'est quand même difficile, c'est quand même compliqué. C'est plus facile de comprendre la mort qui est offerte par un sabre ou une bombe, mais un microbe qu'on ne voit même pas, c'est quand même difficile. Mais ils l'ont démontré, et c'est une révolution évidemment qui est énorme. Alors une fois qu'on a compris que le microbe est vecteur de maladies, il faut bien comprendre pourquoi on survit à tout ça. Et donc juste après le début de la microbiologie à Pasteur et à Berlin, il a fallu inventer la défense, le système immunitaire. Alors c'est ce que j'appelle le biais historique, c'est-à-dire qu'on a commencé à étudier le système immunitaire par le biais de la défense. C'est comme si je ne sais pas, on étudiait, enfin, j'allais faire un parallèle qui est pas très bon, donc je m'arrête là. Donc en Allemagne, Paul Ehrlich, qui était un proche collaborateur de Koch, a montré l'existence d'anticorps. Alors anticorps, c'est un mot très simple, anticorps. Et donc il a montré que dans le sérum, dans le sang, il y a quelque chose qui peut se transférer, qui peut nous protéger, qui peut combattre les pathogènes, les toxines. Et c'était un succès énorme parce qu'on peut faire on fait toujours des sérums anti-venin, anti-toxines dans un cheval, et on transfère le sérum pour protéger l'individu d'une toxine ou d'un venin. Donc c'était d'une puissance magistrale, ces découvertes des anticorps, qui a été à l'origine d'un certain nombre de prix Nobel. Et Paul Ehrlich a reçu le prix Nobel pour la découverte d'une partie du système immunitaire. Et Metchnikoff, qui a travaillé à Pasteur pour cette partie de sa vie, a reçu l'autre partie du prix Nobel pour sa découverte de quelque chose qui était beaucoup plus compliqué à comprendre à l'époque. Il a fallu un siècle pratiquement pour vraiment utiliser sa découverte, qui sont les macrophages. Alors, les macrophages, c'est comme plus difficile à transférer d'une personne à l'autre. Les macrophages sont des cellules, comme vous le voyez dans un de ces schémas qu'il a fait à l'époque. C'est des cellules qui peuvent sentir le microbe, l'ingérer et le détruire. Alors, je ne montre pas cette dia pour ça. Metchnikoff a aussi été à l'origine de l'inverse, de proposer que les microbes, notamment les bactéries, peuvent être source de bienfaits. Et il s'est inspiré de la tradition bulgare de boire du kéfir. Et on savait qu'à l'époque, le kéfir contient des bacilles, qu'on appelait lactobacilles. Et ce bacille en particulier, on l'appelait Lactobacillus bulgaricus. D'ailleurs, quand vous allez dans le commerce, vous achetez un yogourt. Pour que ce produit s'appelle yogourt, il doit avoir du Lactobacillus bulgaricus. Et deux autres souches d'ailleurs. Donc il a proposé que les Bulgares vivent plus longtemps. Apparemment, ils vivaient plus longtemps. Ils avaient un excès de centenaire parce qu'ils ingéraient des lactobacilles. Et l'idée, c'était, on savait déjà que l'intestin était bourré de microbes, et on pensait que les microbes nous bouffaient l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on mourait. Et les lactobacilles ingérés allaient se battre contre ces microbes qui nous bouffent de l'intérieur, et donc nous font vivre plus longtemps. Et d'ailleurs, Metchnikoff écrit un bouquin sur la nature de l'homme, où il propose que nous sommes intrinsèquement immortels, mais des choses nous font mourir comme les bactéries de l'intestin. Et de la caricature ici, vous ne le voyez pas, mais c'est crayon à gauche, la manufacture des centenaires, où bien sûr des gens se sont donné à cœur joie pour se moquer de cette idée. Alors j'aime bien montrer cette dia-là parce que c'est une des premières études que l'on connaisse qui montre le rôle que jouent les microbes sur le développement. Et là, ce que Metchnikoff a fait, c'est de faire pousser des larves de... je ne sais plus de quoi, des têtards... grenouilles ? Grenouilles, allons pour les grenouilles. Des têtards de grenouilles avec des microbes ou pas. Et Metchnikoff a constaté que les têtards qui grandissent avec des bactéries grandissent plus vite, qui montre que les bactéries, l'environnement, a un rôle sur notre propre développement, enfin sur le développement de certains animaux. Alors j'ai fait un lapsus, j'ai dit elles,
Parce qu'effectivement, c'est elle. Vous voyez que c'est O. Mechnikov, alors qu'avant, c'était I. Mechnikov. Et du coup, on connaît beaucoup moins bien cette O. Mechnikov, qui n'est d'autre que Olga Mechnikov, qui est la femme de Mechnikov, qui a travaillé dans son labo, mais personne ne s'en rappelle. Et c'est juste un hommage à Madame Mechnikov. Et d'ailleurs, c'est des articles qui sont des trésors, parce qu'elle a un tableau avec ses résultats, et puis elle écrit, voilà, les têtards qui poussent avec des bactéries grandissent mieux. J'ai pas pu répéter l'expérience parce que la saison des têtards est terminée, mais la prochaine fois, l'année prochaine, je vous publierai un autre article pour vous montrer que c'est reproductible. Ça, on ne le fait plus de nos jours. Alors, de nos jours, on a compris qu'il y a mille et une façons de voir les microbes. Alors, ici, une dia, j'ose dire simplifiée, des mille et une façons qu'on a de voir les microbes. Et ceci est une diapo qui est un peu biaisée parce que toutes ces façons qu'on a de voir, de sentir le microbe a été découverte par les immunologistes dans l'idée que c'est la façon qu'on a de voir le méchant et de le détruire. Mais je préfère de voir cette dia avec de loin comme ça, des flèches qui montrent toutes les interactions possibles qui se font entre les microbes et nous, qui nous permettent de les voir et d'y réagir des fois de façon, enfin souvent, de façon très, très fonctionnelle. Et donc on voit le microbe dans l'intestin et ailleurs, et puis la question qu'on se pose aujourd'hui, quelle en est la conséquence sur le cerveau? Alors le cerveau, c'est quelque chose d'assez particulier, parce que le cerveau, c'est le siège de la pensée. La pensée, c'est quelque chose qu'on a l'impression... On a l'impression que la pensée, c'est quelque chose de cosmique, d'éthérique, quelque chose qui est au-delà, l'âme. Et bon, en tant que scientifique, j'ai tendance à dire que le siège de la pensée est le cerveau, que quelque part le cerveau enferme la pensée. Et le cerveau lui-même ne fait que partie de son corps, de son individu. On a envie de penser que le cerveau est quelque chose qui est au-delà du corps, qu'il enferme cette chose qui est tellement incroyable, la pensée, que le cerveau lui-même doit être incroyable. Mais il n'est qu'un organe parmi d'autres. Et donc, il a besoin du corps pour se nourrir. Il est sous l'influence de ce qui se passe dans le corps. Le corps est malade, le cerveau aussi. Vous êtes malade, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de faire la fête parce que le cerveau sent que vous êtes malade et il dit non, non, toi tu ne vas pas sortir, tu vas aller au lit. C'est ce qu'on appelle la sickness behavior, qui est tout un mécanisme dans le cerveau très bien décrite, qui est vraiment la réaction du cerveau à la maladie. Donc tout ça pour dire que finalement la pensée naturellement est influencée par le corps et ce qui s'y passe, évidemment. Oups là. Alors qu'est-ce qui s'y passe? Alors ça commence par la nourriture, ce qu'on met dans l'individu. Alors ce qu'on met, c'est notre nourriture. Alors il y a des éléments de la nourriture qui passent directement dans le sang, le glucose, d'autres choses. Beaucoup de choses sont d'abord prédigérées par toutes ces bactéries. Et c'est là un des rôles majeurs des bactéries, d'avoir toutes ces enzymes, toutes ces fonctionnalités qu'elles apportent à l'individu, qui nous permettent d'extraire beaucoup plus de la nourriture que ce qu'on préfère. Par exemple, la prochaine fois que vous mangez une salade, vous mangez des pâtes, pensez à vos bactéries, parce que c'est grâce à elles qu'on peut les digérer. Les sucres complexes, on n'a pas les outils pour les couper en petits morceaux, c'est bien les bactéries qui le font. Les fibres alimentaires, par exemple, les fibres alimentaires, très importantes, on nous dit tout le temps, mangez des légumes parce que les fibres, ma grand-mère me disait déjà ça à l'époque, elle ne connaissait rien des acides gras chaîne courte, mais ces acides gras chaîne courte dont vous avez certainement entendu parler ces jours, sont manufacturés par les bactéries de l'intestin à partir des fibres alimentaires. Et les acides gras chaîne courte, l'acétate, le butyrate, sont des éléments extrêmement importants pour le système immunitaire, mais aussi pour le cerveau, parce qu'il a des récepteurs à ces trucs. Alors ça paraît incroyable, l'acétate, l'acide acétique, le vinaigre, a des récepteurs partout dans le corps. Et l'activité de l'acide acétique est extrêmement importante pour la régulation de beaucoup de systèmes dans le corps. Donc, le produit de digestion des bactéries est énorme. C'est une caverne d'Ali Baba. Là, c'est juste quelques exemples en bleu. C'est une caverne d'Ali Baba. La plupart des choses, on ne les connaît pas. On essaie de comprendre ce qu'elles sont, ce qu'elles font. Et il y a des choses... il y a des antibiotiques, parce que les bactéries, il y en a tellement dans l'intestin que leur problème, c'est de survivre aussi par rapport aux autres. Elles font des antibiotiques, par exemple. On peut trouver des nouveaux antibiotiques dans notre intestin. Et donc tout ça rentre dans la veine porte, va dans le foie, qui va
qui va manipuler, qui va ajouter une virgule à ses produits, et on sort des choses qui sont essentielles, comme certains neurotransmetteurs, des acides gras qui n'existent, ou des acides aminés qui n'existent pas dans notre nourriture, des acides gras à chaîne courte, on vient d'en parler, des acides gras à chaîne longue, je vais en parler dans la diade après, des vitamines, la vitamine B2, je crois, la vitamine K, sont produites par le microbiote. Vous ne faites pas de vitamine B2 sans le microbiote. Et puis aussi, malheureusement, aussi des toxines. Il y a des bactéries qui sont associées à des effets néfastes de la nourriture. Et il y avait un article, il y a quelques années, qui était très médiatisé parce qu'ils ont montré que la consommation de viande rouge, c'est-à-dire de carnitine, est associée à des maladies cardiovasculaires parce que certaines bactéries, alors on ne sait pas lesquelles, mais certaines bactéries sont capables de transformer cette carnitine en quelque chose qui est toxique pour nos vaisseaux et donc nous augmente notre susceptibilité aux maladies cardiovasculaires. Donc l'idée, c'est si vous êtes un fan de steak, prenez une bonne dose d'antibiotiques et vous n'aurez pas ces problèmes. Ce n'est pas vraiment la solution, mais c'était... en tout cas, c'est ce qu'ils ont montré dans l'article. Alors, pour vous montrer la puissance de ce qui sort de l'intestin sur le cerveau, cette étude qu'on a faite avec Pierre-Marie Liédot à Pasteur, c'est l'impact du stress sur le microbiote et l'impact du microbiote stressé sur le cerveau. Alors, je ne sais plus comment on est parti dans cette étude. Franchement, on a commencé cette étude il y a 10 ans. Beaucoup d'études durent une dizaine d'années. Du coup, à la fin, on ne sait plus pourquoi on a commencé. Ce n'est pas vraiment vrai. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que lorsqu'on stressait de façon chronique des souris, on ne s'est pas permis de faire ça chez les gens, mais quand je dis stress chronique, c'est vraiment le stress qu'on vit tous les jours. Ce qui nous stresse, ce n'est pas un stress aigu. Par exemple, je ne sais pas, moi, quelqu'un tombe dans les pommes dans la salle, gros stress, appelle le quoi le SAMU. Ouais, je sais, mais je ne peux pas taper SAMU sur mon téléphone. Le 15. Ah, le 15, merci. Je vous rassure, je suis suisse, donc il y a des choses qui m'échappent encore. Je devrais savoir depuis le temps. Donc, gros stress, mais on est fait pour ça, on est fait pour des stress aigus. On gère beaucoup moins bien les stress chroniques, c'est-à-dire imprédictibles. C'est-à-dire qu'on a une petite vie, on va se lever à 7 h du matin, on va se lever à 5 h du matin. Au début, c'est un peu stressant, on s'y fait. Parfois, on se lève à 5 h, on déjeune à 5 h 30, enfin, petit déjeuner à 5 h 30, et puis après, on va au travail. Mais si vous êtes habitué à vous lever à 9 h et quelqu'un vous réveille à 5 h du matin, c'est stressant, parce que vous sortez de vos habitudes. C'est aigu, c'est vrai, on peut voir ça comme aigu. Mais si ça se répète, ça devient chronique. Si c'est 5 h du matin un jour, après c'est 3 h un autre jour, etc. Et donc on peut récapituler ce stress chronique à long terme chez la souris. On la réveille quand elle dort, etc., de façon imprédictible. Rien de très méchant, hein, mais c'est juste qu'à terme, elle devient anxieuse et dépressive, comme nous. Donc le stress chronique mène à la dépression. Et ce qu'on a vu, c'est que les souris déprimées ou stressées développent un microbiote qui est différent. Alors le terme technique, c'est dysbiose, qu'importe. Le microbiote d'une souris stressée, d'une personne stressée, est différent. Alors on a pu montrer que certaines bactéries montent, certaines bactéries descendent, qu'importe. Alors ce qui était beaucoup plus sympa, c'est que lorsqu'on transférait ce microbiote stressé à une souris qui ne l'était pas, elle devenait stressée, elle devenait dépressive. Alors ça, c'est super cool. Il y a quelque chose de magique dans le transfert. Alors, on a tous entendu parler des transferts de fesses, de caca d'une personne à l'autre pour les soigner du coup. Mais il y a quelque chose de magique dans le transfert de microbiote intestinal qui transfère des maladies. Et ça, bien sûr, c'est connu depuis bien longtemps, mais pas forcément pour les maladies ou les troubles de l'humeur. Donc là, on a montré que le transfert d'un microbiote stressé transfère le stress. Et finalement, ce qu'on a montré, c'est que l'explication est relativement simple. C'est-à-dire que si on revient sur quelques diapos d'avant, le cerveau doit se nourrir de l'intestin, évidemment, de sucre, de plein de choses, mais aussi de constituants pour se construire et se réguler. Une de ces molécules qui est très importante, c'est ce groupe de molécules, c'est les cannabinoïdes endogènes, qui se fixent au récepteur du cannabis, qui sont, comme le cannabis, anxiolytiques, antidépressifs, nous relaxent. Et on en fait tout le temps. Elles ont une autre propriété, c'est que ces molécules se fixent sur ces récepteurs dans l'hippocampe, qui est ici au centre du cerveau, qui est aussi un centre très important de la mémoire, et encore aussi
le centre de cellules souches neuronales. Alors on vous dit, on vous ment partiellement en disant que nous naissons avec un stock de neurones et qu'à partir de la naissance, on les perd. Alors, c'est vrai qu'on les perd, mais on en fait tout le temps. Parce que ces cellules que vous voyez ici, ah non, vous ne les voyez pas. Ces cellules que vous voyez ici c'est l'hippocampe en rouge. En vert, vous avez les cellules souches neuronales. Ces cellules souches neuronales se donnent des neurones tout le temps. Et mon collègue Pierre-Marie Liédot estime que durant notre vie, si on vit 80 ans, les neurones du cerveau sont régénérés 2 fois dans leur totalité. Et il y a un groupe de neurones qui est extrêmement sensible à ça, qui est très dépendant de ces neurogenèses, c'est les neurones de l'olfaction. Parce que c'est des neurones qui sont exposés dans le nez, et donc qui sont facilement endommagés, et qu'il faut remplacer souvent. Et lorsqu'il y a une neurogenèse qui est diminuée, eh bien on perd l'odorat. Et la perte de l'odorat, c'est un des premiers signes de troubles mentaux, comme la dépression, ou même de maladies neurodégénératives. Et le rapport avec le Covid ? Je ne sais pas. Alors, je crois que Covid, je ne suis pas sûr que Covid infecte les neurones, mais plutôt les cellules qui sont autour des neurones. Et je pense qu'il y a un problème de nursing, de niche, de telle façon que les neurones de l'odorat meurent. Mais je ne suis pas sûr que les neurones de l'odorat lui-même soient infectés. Alors donc, la dépression, pour une raison ou pour une autre, fait que ces cellules souches prolifèrent moins, donnent moins de neurones. Et donc la personne déprimée va perdre l'odorat en premier, et on peut penser que sur une vie longue, eh bien, on peut générer, provoquer des maladies neurodégénératives, par exemple. Alors, ce que nous, on a montré, c'est que des souris qui reçoivent un microbiote pas déprimé, normal, ont un lot de cellules souches normales. Alors c'est cette image-là, en bas, à droite. Mais lorsqu'elles reçoivent un microbiote déprimé, eh bien, il y a beaucoup moins de cellules souches parce que le cerveau ne peut plus faire ses endocannabinoïdes et puis ne peut plus maintenir ce cheptel de cellules souches. Donc c'est le cercle vicieux, c'est ce que j'aime dire la causalité circulaire, qui est quelque chose qui est finalement très courant dans les systèmes biologiques. Hein, l'œuf et la poule, c'est le premier qui est évident. Les causalités sont souvent circulaires dans le système biologique. Ici, c'est évident. Donc, l'individu a un stress chronique, il a un microbiote qui va changer, il va diminuer la capacité de l'individu à absorber ces molécules, comme ces acides gras qui permettent de faire des endocannabinoïdes. Donc, il y aura moins de neurogenèse, il y aura plus de dépression, plus d'anxiété. Donc, plus de dépression, plus d'anxiété, on remet une couche sur la boucle. Alors, c'est des bad news, mais en même temps, c'est aussi une bonne nouvelle parce qu'il y a plusieurs endroits dans lesquels on peut casser la boucle. On a montré que chez la souris, on peut lui redonner les bonnes bactéries pour casser la boucle, donc que la souris peut absorber ce qu'il faut pour faire ses endocannabinoïdes. On peut donner ses acides gras eux-mêmes pour casser la boucle. Donc l'idée, c'est d'aller en clinique. Alors là, je parle de dépression clinique, pas d'autres maladies ou troubles mentaux. D'aller en clinique, la dépression, bien sûr, il y a des tas de types ou des tas de raisons d'être déprimé, mais stratifier les patients qui ont un déficit en ces molécules et de complémenter ces patients avec soit les bactéries qui peuvent en faire ou les molécules elles-mêmes. Je ne sais pas. L'idée est là, on n'a pas encore testé. Non, parce que personne n'a eu l'idée d'aller voir dans le sang de déprimés si les acides gras en question manquaient. Donc maintenant, l'idée est là, on travaille maintenant avec les cliniciens pour aller voir si ces patients existent. Et si on donne du cannabis à une souris déprimée, est-ce que du coup, elle se remet, elle renvoie des bonnes mon dealer a été arrêté, je n'ai pas pu faire l'expérience. Non, vous avez raison. Non, on n'a pas fait l'expérience. On n'a pas fait l'expérience. On était avec des acides gras qui permettent de synthétiser ces cannabinoïdes, mais on n'a pas été avec le cannabis lui-même. Mais pourquoi pas? Mais je crois que le cannabis, on travaille avec des cliniciens à Montréal, à Toronto, et il y a une proportion de dépressifs cliniques assez grande là.
pour une raison ou pour une autre, et c'est ce qu'ils font. Ils font des tests avec le cannabis pour voir si ça allège la souffrance dépressive ou anxiogène de ces patients. Parce que Ouais. on donne du cannabis pour les douleurs chroniques. Donc on pourrait penser que ça peut marcher aussi. C'est ça. Maintenant, je ne sais pas, après, l'usage chronique de cannabis, je pense aura un coût aussi pour le patient. Alors on dit, je ne sais pas si je me trompe, mais je crois que le cannabis n'est pas addictif. C'est vrai ça? Contrairement aux opiacés. Je ne sais pas s'il y a une addiction au cannabis. C'est plutôt, on se souvient que ça fait du bien, donc on en reprend. Mais il n'y a pas cette addiction physique comme avec les opiacés, il me semble. Mais vous avez raison, ouais, c'est quelque chose qu'on devrait. Si on donne un peu de cannabis pendant quelques temps, Hein. après, il faudrait pouvoir réétudier le microbiote pour savoir si c'est mis à niveau. En fait. Ben oui, mais on n'a pas fait ça, on a donné les bactéries. Mais oui, je pense que vous avez raison. Je pense que si on casse la boucle à ce niveau-là, on devrait rétablir un bon microbiote et donc, chez ces patients en tout cas, empêcher la dépression. Ouais. C'est intéressant de savoir quelle bactérie réintroduire. La bactérie qu'on a perdue dans le microbiote stressé, c'était des lactobacilles. Alors, les lactobacilles, il y en a beaucoup qui ont des rôles différents. On a introduit un lactobacille qui s'appelle Reuteri, parce que des collègues travaillent dessus, ont montré des bénéfices avec cette bactérie. Je crois qu'il y a pas mal de choses qui se font avec cette bactérie pour la commercialiser et la mettre en chantier. Ouais. Non. Ok. Dans cette deuxième étude, c'est aussi une étude qu'on a commencée il y a très longtemps. On a constaté que le cerveau pouvait entendre directement les bactéries. Alors, j'ai commencé par l'intestin, parce que l'intestin, il y a tellement de bactéries que c'est évident qu'on puisse les voir et les sentir. Mais que le cerveau puisse les sentir directement, c'est une autre affaire. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une coupe comme ça. Sagittale, on appelle ça. Hein. Frontale. En anglais, il y a ah, c'est ok. Frontale du cerveau d'une souris. Vous avez le cortex qui fait cette couche comme ça. Vous avez l'hippocampe que vous voyez en dessus. Et ces deux zones en C et anti-C sont l'hippocampe dont on vient de parler. Et le vert c'est un senseur des bactéries. Alors, diable, quand on a vu ça, on s'est dit, mais diable, qu'est-ce? Des senseurs de bactéries dans le cerveau, c'est quand même bizarre. Voilà le début de l'histoire. Alors, ces senseurs de bactéries, qui s'appellent NOD2, alors je donne un terme technique, mais qu'importe, c'est juste pour lui donner un nom à ce truc, c'est quelque chose qui se retrouve partout, chez tous les animaux et chez les plantes. Pourquoi? Parce que c'est un senseur qui peut percevoir l'activité des bactéries. L'activité qui nous est potentiellement dangereuse, c'est leur prolifération. Et les bactéries, on peut les voir comme des petites capsules, comme des petits médicaments, parce qu'ils ont une coque pour se protéger de l'environnement, ce qui est très bien. Mais le problème de la coque, c'est qu'elle est rigide, et donc pour se multiplier, c'est un problème. Alors ce que doit faire la bactérie, c'est de déconstruire la coque, de se multiplier et de reconstruire la coque. En faisant cela, elle va perdre des morceaux de coque, des briques, qu'on appelle neuropeptides, qu'importe. Et c'est précisément ces briques qu'on peut voir, parce qu'elles sont très solubles, elles peuvent voyager dans le sang jusqu'au cerveau. C'est ce qu'ils font. Et donc c'est un moyen très très sensible, très très populaire de percevoir l'activité des bactéries, leur prolifération. Donc on en voit dans les plantes, on en voit dans le calamar, vous l'avez reconnu, le calamar, le deuxième, la mouche, les grenouilles, la vache et aussi l'illustre Homo sapiens. Donc c'est un truc, c'est une lecture de l'activité bactérienne qui est universelle chez les plantes et les animaux. Quand on va regarder dans le cerveau, vous avez... alors, je n'ai pas le pointeur, mais en blanc, sur la troisième colonne, vous avez... Rappelez, c'est la microglie, c'est ce système immunitaire du cerveau. Eh bien, lui, on s'attend à ce qu'il a des senseurs de bactéries, parce qu'on peut être infecté par des bactéries dans le cerveau, donc c'est normal qu'il puisse les sentir et les manger. Donc, quand on regarde de près, les cellules blanches, vous ne voyez pas, elles expriment ce senseur, c'est normal. Mais on voit que dans ces régions du cerveau, les cellules rouges, les neurones, l'expriment aussi.
Les neurones peuvent sentir les bactéries dans le cerveau. On n'est même pas dans l'intestin. Si les neurones de l'intestin peuvent sentir les microbes, ça ferait encore un certain sens. Mais dans le cerveau, on est loin des microbes, a priori. Sentir, tu veux dire quoi? Reconnaître. Parce qu'il n'y a pas de bactéries dans le cerveau. En règle générale, non, quand on va bien. D'ailleurs, là, tout va bien. Elles le sentent quand même. J'y viens. Donc, ce qu'on était voir, c'est une région du cerveau qui est très importante, l'hypothalamus, qui est en bas du cerveau, qui régule plein de trucs, qui régule la température du corps, qui régule l'appétit sexuel, qui régule quoi d'autre? Pas mal de choses. Et la première ligne, donc on peut implanter une fibre pour suivre l'activité des neurones. La première ligne que vous voyez en haut à droite, c'est l'activité des neurones quand la souris a faim. Alors l'hypothalamus s'agite, j'ai faim, il y a une activité. Lorsque la souris a mangé, et nous aussi c'est la même chose, lorsqu'elle a mangé, ces neurones se taisent, et vous voyez la deuxième ligne qui est plate. Très simple. Hein. Maintenant, ce qu'on a vu, c'est que la ligne qui est 1, 2, 3, la cinquième ligne, la deuxième du bas, c'est encore une souris qui n'a pas mangé, ou qui n'a rien vu. On lui donne des bactéries ou des morceaux, ces morceaux de bactéries dont je viens de parler dans la bouche, eh bien, ces morceaux vont aller jusqu'au cerveau et faire taire ces neurones. Et du coup, la souris n'a plus faim non plus. On a même pu aller, alors c'est l'image d'en bas à gauche, on a même pu aller prendre un neurone, mesurer ce qu'elle fait. Alors on voit des pics comme ça, le neurone s'agite. Et lorsqu'on lui donne ce morceau de bactérie, le neurone se tait, il ne fait plus rien. C'est la preuve que le neurone peut, lui, voir directement la bactérie. Alors vous me direz pourquoi. Alors je ne dis pas tout, mais ce qui se passe, c'est que donc, les bactéries prolifèrent, elles sont actives, elles vont relâcher ces morceaux qui vont aller dans le sang jusqu'au cerveau, dans l'hypothalamus. Elles vont faire taire ces neurones et la souris n'a plus faim. Et l'interprétation, c'est que le cerveau a les moyens du coup de se dire si je mange ça, eh ben, il y a trop de bactéries dans l'intestin. Si je mange du foie gras, trop de ce foie gras, eh ben, pour une raison ou pour une autre, ces bactéries qui ont tendance à proliférer trop vont encore plus proliférer et peut-être devenir dangereuses. Donc, arrêtons de manger le foie gras. C'est une façon que l'intestin a de parler au cerveau, lui dire « ne mange pas ce truc parce que ça fait trop proliférer cette bactérie qui peut être dangereuse ». Je vois le monsieur qui hoche la tête, il a raison, c'est une interprétation. Ce n'est pas les faits, c'est une interprétation. J'ai envie de croire que le cerveau, l'intestin peut dire au cerveau « attention, il se passe un truc pas bien là, il y a trop de bactéries ». Et le cerveau dit « ah mais oui, c'est normal parce que j'ai mangé ce foie gras là ». Et vous êtes un fan du foie gras, je vois. Je vis dans les Landes. Ah oui, bah oui, bon. Bon, bah, qu'est-ce qu'on peut pas autrement. Le foie gras, ça tombe bien, parce que la dernière diapo, il y a des canards. C'est juste ça. Je reste avec le foie gras. Donc voilà, donc le cerveau peut se dire, tiens, il y a quelque chose qui est pas bien dans l'intestin, parce que je viens de manger ça, et donc arrêtons de manger ça, mangeons autre chose. C'est un dialogue entre l'intestin et le cerveau qui est ici pour manger, mais imaginez que ça se transfère sur des pathologies où si la communication n'est pas bien faite, l'individu va manger encore du foie gras et puis il y aura plus de bactéries qui vont proliférer trop, il y aura des inflammations intestinales, etc., etc. Parce que le lien entre le cerveau et l'intestin n'est pas optimal. Alors tout ça, c'est des fantasmes de chercheurs, mais c'est ce qu'on essaie de comprendre. C'est vraiment pour vous dire que ce lien entre intestin et cerveau, c'est quelque chose qui s'étudie maintenant. Et c'est vraiment important de vous dire qu'il n'y a pas les réponses encore. Il y a des possibilités, des portes qui s'ouvrent, tout plein de portes qui sont excitantes, mais on n'a pas encore les réponses pour savoir qu'est-ce qui est vraiment pathologique et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les pathologies. Juste un dernier exemple qui va dans l'autre sens. Alors ça vient un peu sur... J'ai pris l'hamburger, mais ça va peut-être le foie gras des Landes. On a montré, alors ce que vous voyez dans les photos, c'est l'intestin. Et ce que vous voyez en rouge, c'est les cellules du système immunitaire, des lymphocytes, et en blanc, c'est les fibres neuronales. Pour vous montrer, la première fois que j'ai vu ces photos, j'ai travaillé pendant 20 ans sur l'intestin sans voir les fibres. Donc pour moi, les neurones de l'intestin n'existaient pas. Mais lorsqu'on veut les voir, on les voit partout. Et il y en a partout. Donc il y a des fibres partout dans l'intestin. Alors ce n'est pas étonnant qu'il y a ce lien intestin-cerveau. Et on montre que lorsqu'on mange, ces neurones font un truc, un neuropeptide qui va activer le système immunitaire. Du style,
je suis en train de manger, attention, il y a peut-être un risque dans la nourriture, elle est peut-être contaminée par l'hystéria. Sois prêt, système immunitaire, pour, au cas où il y a l'hystéria, que tu sois au taquet. Et encore, là, c'est encore un autre fantasme de chercheur, mais c'est ce qu'on essaie de démontrer, c'est que le cerveau peut aller plus loin. C'est pour ça qu'il y a un œil qui s'agite et un nez. Imaginez que vous êtes en face d'un, j'ai envie de dire le foie gras, mais par référence au monsieur du premier rang, je vais dire un hamburger. Vous avez un hamburger qui sent franchement mauvais. Donc vous allez vous dire, ça sent mauvais, ça sent fermenté, il y a certainement des bactéries, on a bien compris, donc mange pas. Donc le cerveau, il se débrouille tout seul, mange pas. Mais imaginez maintenant le scénario que vous êtes en train de faire une grande promenade dans les Landes, et puis il y a, enfin les Landes, il n'y a rien, il n'y a pas de ville, c'est vide, vous marchez des jours, et tout ce qui vous reste pour survivre, c'est un hamburger, le fameux hamburger qui sent mauvais. Alors le cerveau, il se dit, bon ben, ils sont mauvais, si je le mange, il y a un risque que je m'infecte, si je ne mange pas, je meurs affamé. Donc je vais le manger. Et on peut s'imaginer que le cerveau, du coup, il se dit, ben, il y a un danger qui est associé avec ça, il va transmettre l'information parce que je monte à droite, ah non, je n'ai pas montré à droite, oups. Ah mais, je suis désolé, j'avais cette dia. Je suis désolé, j'ai parlé d'hamburger pendant 5 minutes alors qu'il n'y avait pas la dia. Je l'ai vu ici, mais il y a... désolé. Donc, prochaine fois, je la prendrai, celle au foie gras, oui. Donc, l'hamburger qui sont mauvais, ou qui sont mauvais, et donc l'information qui transite du cerveau par le nerf vague à l'intestin, qui est l'intestin, je sais, j'aurais pas dû manger ça, mais je dois le manger quand même, je t'avertis, ça sent mauvais, il y a la bactérie là-dedans, sois prêt. Et donc, on a pu montrer que le système immunitaire de l'intestin est prêt, il est plus réactif, mais ne réagit pas encore. Il a besoin de confirmation, mais en tout cas, il est plus prêt. C'est-à-dire que s'il y a vraiment une mauvaise bactérie dans ce hamburger, eh ben, le système immunitaire va agir de façon beaucoup plus forte pour prévenir vraiment l'infection de façon efficace. Alors j'ai mis le nez, mais j'ai aussi mis les yeux, parce qu'imagine, maintenant vous êtes pas un Bordelais, mais un Parisien du 16e ou du 7e. Je suis du 16e. Hein. Un peu, comment dire, précieux. Vous dites hamburger, malbouffe, tout ça, c'est non, c'est dangereux. Et ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un stimulus comme la mauvaise humeur, mais la mauvaise odeur, mais rien qu'un biais culturel, informé ou pas, un lien culturel qui associe cette nourriture-là avec un danger. Alors de nos jours, ça c'est plutôt les pizzas Buitoni. Sans danger réel, avéré, mais potentiel. Et du coup, même information. Ça vous dit, attention, les hamburgers, malbouffe, danger, sois prêt. Et du coup, rebelote, le système immunitaire de l'intestin est au garde à vous. Alors imaginez que tout ça, vous le faites pendant 20 ans. Vous êtes un Français du 16e qui habite en Amérique, au plein milieu de l'Amérique, vous voyez les hamburgers tout le temps, et que chaque fois que vous en voyez un, ou que vous voyez que vos enfants en mangent, ça vous énerve, et chaque fois un signal de danger qui part du cerveau à l'intestin. Qu'est-ce qui va se passer sur 20 ans, 30 ans, 40 ans dans l'intestin? On peut s'imaginer que l'intestin, il est toujours au taquet, et donc ça va mal se passer. Le système immunitaire au taquet tout le temps, c'est destructif. On peut s'imaginer que là, il y a une pathologie intestinale qui est générée par le cerveau de façon totalement virtuelle dans le cerveau, mais vraiment réelle dans l'intestin. Alors ça va dans ce sens, ça peut aller dans l'autre. Porte ouverte, rien de démontré encore. Et je vais finir sur les canards. Porte ouverte sur Crohn et RCH. Par exemple, oui, exactement. Et si je reviens sur l'autre histoire, on peut s'imaginer que lorsqu'il y a toujours ce signal qui va il y a ce signal qui va toujours de l'intestin au cerveau qui dit attention, il y a un problème d'intestin, arrête de manger ça. On peut s'imaginer qu'avec au bout de 20 ans, 30 ans, ce signal de stress de l'intestin qui dit au cerveau attention, il y a un danger. Peut-être que le cerveau, au bout d'un moment, il va commencer à dérailler aussi, parce qu'il est toujours attaqué aussi par rapport à certains types de nourriture. On peut s'imaginer que des signaux de danger, de stress constant, c'est comme dans la vie. Hein. Lorsque on vous dit toujours qu'attention, au bout d'un moment, vous êtes fatigué, au moment où vous n'en pouvez plus, quoi, le stress chronique. Donc je vais finir sur ces canards. Ces canards que vous ne connaissez pas ces canards, mais vous connaissez peut-être l'expérience de Konrad Lorenz, qui est l'imprinting néonatal. Et c'est un phénomène très intéressant
la première voix que ces canards entendent lorsqu'ils naissent, cette voix est associée à leur mère. Et c'est ce que, quand j'étais petit, j'ai vu ce documentaire par la BBC où cette femme s'est instituée leur mère. Donc les canards la voyaient comme mère, les canards la suivaient partout, et elle a pu les suivre dans leur migration. Donc ils faisaient le V des canards, et puis elle avait son ULM et suivait la migration des canards. C'est absolument fantastique. C'est vrai pour plein de choses. C'est vrai pour les accents. Alors vous aurez entendu mon subtil accent, ou not so subtil accent suisse. Ça fait quand même 15 ans que je vis à Paris, mais je n'arriverai jamais à apprendre l'accent parisien. Les Espagnols n'arriveront jamais à faire la différence entre V et B. Les Japonais ne feront jamais la différence entre R et L. Parce qu'apparemment, pendant la première année de notre vie, c'est là qu'on teste les sons qu'on fait, on les entend, on les ajuste par rapport à ce qu'on entend. Et c'est là qu'on apprend la différence entre R et L, V et B. Et si on ne le fait pas à ce moment-là, c'est extrêmement difficile de récupérer. Et c'est comme ça, hein. Les Espagnols, j'ai des collègues espagnols qui habitent à Paris depuis 40 ans. Des fois, ils me téléphonent. Gérard, j'ai un VV. Pardon? Ah, un bébé. Des bébés de souris. Hein. Voilà. Donc, il y a un apprentissage qui est indélébile dans le cerveau pour l'humain pendant la première année de la vie. Chez la souris, c'est plus court, c'est de l'ordre de 2-3 semaines. Et ce qui est étonnant, elle encore, c'est une porte ouverte. Ce qui est étonnant, c'est que le système immunitaire, c'est exactement la même chose. Le système immunitaire, entre la naissance et même depuis avant, jusqu'au sevrage, apprend des choses qui deviennent indélébiles et qu'il ne peut pas corriger plus tard. En fait, ce qu'il fait, c'est que lorsque le bébé naît, donc il naît de façon stérile, il est exposé à tout ce microbiote, et puis il se règle par rapport à ça. C'est un réglage qui se fait très tôt dans la vie, et si ce réglage ne se fait pas correctement, eh bien l'individu aura une susceptibilité à développer des maladies inflammatoires qui sont augmentées. En clinique, on le voit, hein, des enfants qui ont dû être traités avec des antibiotiques, eh bien, auront une susceptibilité plus tard, à long terme, à développer des allergies. C'est la théorie de l'hygiène, en quelque sorte. Donc là, c'est un parallèle troublant entre l'apprentissage du cerveau et l'apprentissage du système immunitaire, qui se fait au même moment. Alors c'est peut-être vrai pour tous les systèmes, hein, mais c'est aussi sur quelque chose sur laquelle on travaille, de comprendre que cet apprentissage se fait de pair entre le système immunitaire et le système nerveux, parce que finalement, ces deux systèmes sont des systèmes de perception. Et puis ensuite, lorsqu'on voit des choses, lorsque dans un environnement, on perçoit des trucs, et on essaie de s'y ajuster et d'être bien. Et le système immunitaire fait que ça aussi. Il perçoit des microbes, et ce n'est pas qu'il veut les tuer, c'est juste qu'il essaie de s'ajuster et d'être bien avec ces microbes. Donc le rôle de tout système, et en particulier le système nerveux et le système immunitaire, c'est de faire de telle façon qu'on se sente bien et qu'on est sain. Et un apprentissage très important à ce moment-là, et je vais finir là-dessus. Alors, c'est un individu qui se décompose, mais c'est en microbes, mais c'est vraiment pour garder cette notion que nous sommes. Les microbes en nous, c'est pas vraiment des squatteurs, c'est vraiment partie de nous, je pense. Et jouent un rôle qui est important et qui doit être contrôlé, parce que comme nos propres cellules, si ce rôle est mal fait, eh bien, il y a des pathologies qui se développent, et c'est ce qu'on essaie de comprendre. Voilà, merci beaucoup. Merci, professeur Hébert. On a encore quelques minutes pour quelques questions s'il y en a, et ensuite nous pourrons tous prolonger la conversation autour d'un verre et d'un petit cocktail juste derrière. Oui, Gérard, merci de cette présentation. Je voudrais rappeler quelque chose quand même qui concerne l'estomac. Et très longtemps, les chirurgiens que je suis, digestifs, ont été confrontés au problème des perforations sur la maladie ulcéreuse. Et quand on avait à opérer un ulcère hémorragique ou un ulcère perforé, donc on ouvrait le ventre, on nettoyait, on faisait ce qu'il fallait, et on essayait de traiter la cause. Et le traitement de la cause, c'était une vagotomie. Ça veut dire qu'on passait derrière l'œsophage et on coupait le tronc du vague, qui était très bien individualisé, qui est gros, et que voilà, on coupait le vague, et puis on espérait que... Alors ça faisait guérir l'ulcère parce que l'estomac ne fabriquait plus d'acide. Et donc pas d'acide, pas d'ulcère. Mais
on savait que très souvent, dans les années qui suivent, ces malades développaient des calculs dans la vésicule, comme si la vésicule avait du mal à se contracter. Et il est probable aussi qu'on entraînait des troubles intestinaux à type de diarrhée ou de constipation, ou les deux. Enfin bref, je veux dire, la connexion, on la connaissait, puisqu'il y a un système nerveux dans le tube digestif, mais en fait, on coupait tout. Ouais. Alors, après, il y avait dans les publications, il y avait ceux qui disaient non, ça n'a aucune conséquence, et puis d'autres gastro-entérologues qui disaient ah, c'est pas bien. Donc, on a essayé de transformer la vagotomie tronculaire, qui coupait tout ce qui descendait en aval, en une vagotomie sélective qui coupait exclusivement les fibres à destinée de l'estomac. Et c'était mieux. Et puis après, on a eu les antisécrétoires, les médicaments, et puis donc on a cessé de faire cette opération. Mais ça a été la règle pendant des dizaines d'années. Je vois, oui. Voilà, donc on ne connaissait pas tout ça. Voilà. C'est bien. Il y a vraiment des... Le progrès, c'est bien. C'est passionnant. C'est passionnant parce que, par exemple, quand on discute avec les neuros, alors un neurone, ça transmet un courant électrique. Mais c'est un peu comme nos radios, c'est-à-dire que quand on reçoit une onde, eh ben, quand on écoute la radio, c'est comme une onde vachement riche. C'est-à-dire que c'est pas juste un son, c'est un son avec quelqu'un qui chante, quelqu'un qui parle, avec du bruit, etc. Et l'information électrique qui est véhiculée par le nerf vague, c'est un peu la même chose. Mais on ne sait pas le décoder. Des fois, ça se passe comme ça, des fois c'est comme ça, des fois c'est rond. Et là aussi, il y a quelque chose qui est très, très intéressant. Ce qu'on a fait, nous, c'est d'envoyer du courant de façon cyclique. Je ne sais plus quelle était la fréquence, je crois que c'était 50 Hz. Et ce 50 Hz permettait d'activer le système immunitaire dans l'intestin. Et donc, il y a un langage ici qu'on ne connaît pas encore, mais il y a des gens qui prétendent que si on envoie la bonne fréquence ou la bonne information électrique par le nerf vague dans un sens, mais ces gens-là pensent plutôt dans l'autre sens, on peut prévenir des trucs comme certaines formes de dépression. Alors encore, c'est des portes ouvertes, mais c'est des champs absolument passionnants parce qu'il y a beaucoup d'informations qui passent comme ça. Et à l'époque, on pensait que ça n'allait que du haut vers le bas, Ah oui. du cerveau vers l'intestin, enfin vers le système digestif. Oui. On n'imaginait pas qu'il puisse y avoir une information remontante. Non, là c'est très clair. Hein. L'information remontante va directement dans le tronc cérébral. Et la partie du tronc cérébral irrigue toutes les parties du cerveau. Ouais. Une dernière question. Il y a un certain nombre de maladies neurologiques qui se révèlent toujours au même âge. Je pense à l'autisme autour de 15 mois, je pense à l'Alzheimer autour de 60 ans, je pense à un certain nombre de maladies comme ça. Et je me pose la question de savoir si le cerveau ne perçoit pas certaines de ces transformations, comme dans l'autisme, parce que c'est quand même très particulier que l'enfant qui a un autisme, la mère ne voit rien avant 9 mois, et qu'à 13 mois, 15 mois, elle voit des choses énormes. Oui. Et je me demande si le cerveau ne perçoit pas des choses comme ça. Alors, je n'ai pas la réponse directe, mais j'ai deux réponses pour les maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer, et une autre pour l'autisme. Alors, l'autisme, c'est aussi une maladie compliquée. C'est pour ça qu'on parle de spectre. Il y a des formes autistiques qui sont vraiment d'origine génétique. Il y a des gènes qui ont une influence très forte sur l'autisme. Mais ça reste, de façon générale, une maladie développementale. Et puis, il peut aussi y avoir des autismes qui sont d'origine inflammatoire. C'est-à-dire que si la mère a une infection, eh bien, certaines réponses immunitaires vont endommager le développement du cortex et puis donner lieu à l'autisme plus tard. Alors pourquoi ça se révèle à cet âge-là, je ne sais pas. A contrario, les maladies neurodégénératives sont dégénératives. Et puis, le pourquoi tard dans la vie, ça démontre vraiment que c'est des maladies complexes. Ça me rappelle un peu ce que font les généticiens à l'Institut Imagine à côté. Ils travaillent sur les maladies monogéniques infantiles parce que monogéniques et infantiles, c'est des gènes qui ont tellement de conséquences lorsqu'ils sont mutés, c'est que les gens sont malades très très vite.
Et donc les maladies neurodégénératives, c'est juste l'inverse. Elles se développent tard dans la vie parce que c'est fonction de tellement de choses qui commencent à dégénérer lentement. Mais il y a une observation d'un collègue aux États-Unis que je trouve très intéressante. C'est un bonhomme qui travaille sur une forme d'inflammation. Dans nos cellules, on a ce qu'on appelle un inflammasome. Qu'importe, ce truc-là sense un senseur de l'état de santé de la cellule. Et lorsque la cellule est malade, ce truc-là dit à la cellule, eh ben, toi tu vas mourir, mais avant de mourir, tu vas dire aux autres que tu es en train de mourir. Comme ça, les autres savent, cette cellule n'était pas bien, elle était malade, peut-être qu'il faut, je sais pas, se confiner ou je sais pas, faire un truc. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait des souris qui n'ont plus ce senseur. Les souris, évidemment, lorsqu'on leur donnait une bactérie, elles n'étaient pas bien, hein. Elles mouraient très très vite. Par contre, si les souris étaient dans des cages sans pathogènes pendant 2 ans, après 2 ans, leur cognition, leur cerveau marchait beaucoup mieux. Et là, si vous voulez, cette ambiguïté, c'est choisir sa mort. C'est-à-dire que les souris, elles pouvaient vivre saines de leur cerveau très longtemps, mais si par malheur elles rencontraient une bactérie, elles n'avaient aucune chance. Par contre, si on leur donnait l'arme pour combattre la bactérie, on lui dit pas de problème, on te donne ce qu'il faut, mais sache que cette arme-là va jouer un peu contre toi et tu risques d'y perdre un peu de ta tête. Donc c'est un trade-off entre l'un et l'autre, et c'est une des raisons pour laquelle il y a un moment dans la vie où on est très susceptible à ce genre de maladie, parce que l'inflammation avec l'âge a tendance à perdre son contrôle, ce qu'on appelle l'inflammaging. Avec l'âge, on a plus d'inflammation, le microbiote est moins contrôlé, et puis tout ça s'emballe un peu, et tout ça s'intersecte plus tard dans la vie. Mais je trouve ce trade-off très intéressant. C'est comme on a envie de protéger nos enfants. Idéalement, mettre les enfants dans des bulles, ils ne sortent pas, ils ne voient pas de cannabis, ils ne voient pas des gens dangereux, pas d'accident de la route, etc. Mais dans la bulle, ils vont mourir quand même. Et d'ailleurs, ils seront extrêmement susceptibles à des allergies, ils n'auront pas d'expérience de la vie qui leur permettront de survivre à des nouvelles situations. Mais la nouvelle situation est un danger. Donc, en tant que parents, on sait très bien qu'élever des enfants, c'est un trade-off. Il y a quelque part, on leur donne la liberté, mais pas trop, mais quelle est la limite? Alors, il y a des codes sociaux, mais c'est un peu le même problème. Et notre corps, c'est le même problème. Très bien. Merci beaucoup, professeur Hébert. Merci à l'Institut Pasteur. Je voulais juste vous parler avant qu'on se quitte du prochain pitch Will.i.am, d'ores et déjà noté le 11 octobre prochain, avec le professeur Pierre-Marie Lédo, toujours de l'Institut Pasteur, sur un thème autour des neurosciences et du bien vieillir. Voilà, merci à tous.